Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On a les solutions, on peut mieux vivre, on doit le faire au nom de la justice. Je m'appelle Pierre Condamine et je travaille en tant que chargé de campagne sur production aux Amis de la Terre France. Les Amis de la Terre France, c'est une des plus anciennes associations de protection de l'environnement. C'est un réseau qui a pour objectif de mettre en place des sociétés soutenables, c'est-à-dire soutenables à la fois pour la planète, c'est-à-dire qu'on ne préserve pas plus de ressources qu'elle ne peut en fournir, mais aussi soutenable pour les individus qui la peuplent, c'est-à-dire que chacune puisse vivre dignement. Il y a plein de définitions différentes de la fast fashion. Il n'y a pas très longtemps, il y avait des marques comme Primark ou Shein qui ne se considéraient pas comme de la fast fashion, donc c'est assez intéressant. Mais selon nous, la fast fashion, c'est un mélange de deux choses. C'est des quantités de vêtements produits qui sont astronomiques, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup trop. Aujourd'hui, on produit entre 100 et 150 milliards de vêtements par an au niveau mondial, donc c'est énorme. On estime qu'on a des vêtements disponibles jusqu'en 2100 en termes d'usure des vêtements, donc c'est assez énorme, c'est entre 4 et 8% des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième chose, c'est qu'on produit et qu'on vend ces vêtements à des coûts dérisoires. Donc non seulement il n'y a pas des quantités énormes, mais en plus, pour faire ces quantités énormes, on est obligé d'exploiter l'environnement et les populations qui les produisent en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète des vêtements, un t-shirt à 5 €, un pantalon à 10 €, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou un environnement qui en paie le coût. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des ouvriers, principalement d'ailleurs des ouvrières, qui sont exploitées en bout de chaîne, souvent en Asie. On produit dans des quantités qui dépassent les limites planétaires en termes d'utilisation des ressources, d'émissions de gaz à effet de serre, souvent pour des biens de consommation dont on n'a pas vraiment besoin. Alors évidemment, quand on parle de produits alimentaires, il y a une question philosophique, évidemment, les gens ont besoin de se nourrir. Aujourd'hui, on répartit pas très bien, donc il y a une surproduction alimentaire, mais si on arrêtait de produire de l'alimentation du jour au lendemain, il y aurait un souci. Pour les vêtements, on sait qu'on a assez de vêtements pour se vêtir jusqu'en 2100, donc si aujourd'hui, on stoppait totalement la production de vêtements, demain les gens ne seraient pas nus dans la rue, on aurait de quoi se vêtir. Et pour autant, ce bien de consommation que sont les vêtements, on en produit énormément avec des effets délétères sur l'environnement et les populations qui les produisent. Donc on a décidé de se concentrer sur la mode, sur l'industrie textile, pour en faire un peu un exemple et montrer que dans ce secteur-là, on peut réduire, on doit réduire et en faire un exemple pour montrer ensuite que on n'a pas besoin de produire autant et qu'il faut s'attaquer aux pratiques, on va dire, commerciales, marketing des entreprises, parce que si aujourd'hui il y a une surconsommation, c'est avant tout parce qu'il y a une surproduction en amont des entreprises qui sont dans une course au profit, dans une course au volume et qui vont tout faire pour essayer d'écouler leur stock. En France, on est à peu près à 50 vêtements par habitant par an, 9 qui sont consommés. On sait que si on voulait respecter l'accord de Paris, donc la trajectoire des 1,5 degrés en termes de dérèglement climatique, il ne faudrait pas qu'on soit à 50 mais qu'on soit à 5. Donc il faudrait qu'on réduise par 10 la quantité de vêtements qui sont mis en marché, qui sont vendus en France chaque année. Pour cette raison, je l'ai dit, on se concentre sur l'industrie textile et sur la fast fashion pour en faire un exemple. Et avec l'objectif d'être le plus performant possible, ou en tout cas d'avoir le plus d'impact possible, on avait fait le constat au sein des Amis de la Terre qu'en France, il y avait plusieurs associations qui travaillaient sur le sujet avec des angles différents, les Amis de la Terre sous un angle plutôt environnemental, mais d'autres associations plutôt sous un angle social ou même de précarité, parce qu'on travaille notamment avec Emmaüs France, mais qu'elles travaillaient un petit peu dans leur coin, qu'en tout cas il n'y avait pas, on va dire, une sorte de coalition centrée autour d'un objectif qui était celui de réduire l'impact de la fast fashion. Et on a essayé tout simplement de réunir ces acteurs ensemble et de porter ensemble des mesures et des demandes assez spécifiques d'encadrement de la fast fashion en France
parce qu'on est plutôt actif en France, mais même au-delà, au niveau européen. Non, mais le collectif ou la coalition Stop Fast Fashion, elle fait ce qu'on appelle, on va dire, du plaidoyer, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer les décideurs et les décideuses politiques pour porter d'une voix des demandes d'encadrement législatif. Et quand je dis législatif, ça veut dire réglementaire, contraignant, ça peut être financier notamment, du secteur de la mode. Et donc en faisant ça, on va rendre public à la fois nos demandes, mais aussi l'impact du secteur. Si on va voir des décideurs et des décideuses politiques en disant juste, bah voilà, il faut faire ça, ça ne suffit pas. Donc il y a aussi, en plus de ce travail de plaidoyer, tout un travail qu'on va appeler de mise à l'agenda politique et voire même médiatique. Les aménataires ont sorti une sorte de décryptage sur l'entreprise Shein l'an dernier, qu'on a diffusé largement, qu'on a diffusé notamment dans la presse, pour montrer un petit peu les pratiques de cette marque, de la marque Shein, et montrer à quel point c'est complètement dystopique ces pratiques. On est sur une entreprise qui sort entre 7000 et 10 000 modèles par jour, nouveaux modèles par jour sur son site. Donc c'est complètement fou. Et en montrant ça, ça attire l'attention des médias, l'attention publique. Et de fait, on va avoir des décideurs et des décideuses politiques plus enclins à vouloir s'emparer du sujet et à faire avancer la loi là-dessus. Donc je dirais que c'est un petit peu le collectif Stop Fast Fashion. Ces modes d'action, c'est à la fois du plaidoyer, vraiment rencontrer, proposer des mesures politiques, mais aussi faire en sorte que ce sujet soit un sujet, on va dire, national, public, dont on parle dans les médias, dans la presse, à la télé, etc. Le travail qu'on a fait au sein de cette coalition, et il a porté ses fruits, parce que ce qu'on a vu en ce début d'année, en mars 2024, c'est qu'il y a eu une adoption à l'Assemblée nationale d'une loi qui encadre vraiment la fast fashion, qui propose des pénalités financières très fortes pour des entreprises de fast fashion, qui interdit la publicité pour ces mêmes entreprises. Et cette loi, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024. Et donc c'est vraiment, ça témoigne à la fois d'une victoire politique et législative, mais aussi d'une victoire culturelle, dans un sens où ça a été très médiatisé. Et quand on a une loi qui est votée à l'unanimité dans un contexte politique quand même assez tendu aujourd'hui, on sait que c'est un sujet qui fait l'unanimité, que tout le monde se rassemble autour du fait qu'il y a vraiment un besoin d'encadrement. Et donc ça, c'était une victoire. Malheureusement, aujourd'hui, cette loi, elle est suspendue à son passage au Sénat, parce qu'elle doit aussi être votée au Sénat. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de sa date d'examen au Sénat. Donc elle va pas entrer en vigueur tout de suite, mais on espère qu'elle sera bientôt examinée au Sénat. Évidemment, il y a des pratiques individuelles qu'on peut mettre en place, c'est essayer de consommer moins, d'acheter de seconde main, de faire réparer ses vêtements. Mais on est face à des géants, des multinationales internationales qui vont vraiment mettre des milliards et des milliards dans la publicité, dans des incitations à la consommation. Et moi, je représente une association et on est une coalition de 9 associations maintenant. Aller voir ce qu'elles font, déjà adhérer, un soutien aux associations, c'est énorme. Et ensuite, ce qu'on fait souvent, c'est des campagnes d'interpellation. On essaie de faire en sorte qu'en tant qu'individu, on puisse renforcer le travail des associations. C'est ce qu'on avait fait pendant le débat autour de cette loi, c'était vraiment interpeller sur les réseaux sociaux, envoyer des mails pour dire par exemple aux députés ou là aux sénateurs, aux sénatrices, quelle est la bonne posture à adopter, comment on peut faire que cette loi soit ambitieuse. Et donc voilà, regarder un petit peu ce que font les associations et essayer de s'investir au sein de quelque chose qui est plus collectif. Je pense que c'est la deuxième étape. Enfin, évidemment, ce qu'on fait au niveau individuel, c'est très bien, mais pour changer un système comme celui-là qui est aussi fort et qui a tellement de moyens, on a besoin
de mettre voilà, sa capacité individuelle au service d'un collectif plus grand.